Le 19 novembre 1942 à l'aube, dans les plaines gelées au sud de Stalingrad, il est 7h45 précises. Une brume épaisse enveloppe les positions allemandes. Soudain, plus de 3500 canons soviétiques tonnent en même temps. Le sol tremble comme si la terre se déchirait. Des obus pleuvent sur les lignes roumaines qui protègent les flancs de la 6e armée allemande. En quelques minutes, 200 000 soldats roumains sont balayés ou en déroute. C'est impossible. Hitler avait calculé que ses alliés tiendraient ferme. Mais en 1 heure, une brèche de 20 kilomètres s'ouvre. Les chars T-34 soviétiques, plus de 1000 en tout, foncent à travers le vide. Ils contournent Stalingrad par le nord et le sud, encerclant 300 000 hommes allemands piégés dans la ville en ruine. Une armée entière, condamnée par un simple faux calcul. Les ordres d'Hitler arrivent trop tard. Tenez bon, mais le piège se referme. La température chute à moins 30 degrés. La faim et le froid commencent déjà à tuer. Ce n'est que le début de la fin. Reculons de quelques mois. Pour comprendre, il faut revenir à Friedrich Paulus, né en 1890 à Breitnau, en Allemagne. Un officier modèle, issu d'une famille modeste. Paulus grimpe les échelons de l'armée impériale pendant la Grande Guerre. Il commande des unités d'artillerie, apprend à calculer les trajectoires, à anticiper les mouvements ennemis. Après 1918, il reste dans la Reichswehr naissante. Intelligent, méthodique, il devient un stratège respecté. En 1939, il aide à planifier l'invasion de la Pologne. Blitzkrieg, vitesse, surprise, coordination parfaite. Ça marche. En 1940, c'est la France. Paulus est chef d'état-major adjoint. Il voit les Alliés s'effondrer en 6 semaines. Des millions de soldats démoralisés, des chars allemands qui roulent sans opposition. Il gagne la confiance d'Hitler. Paulus n'est pas un aventurier, c'est un homme de bureau avec ses lunettes rondes et son air précis. Il préfère les cartes au fusil. Mais la guerre l'attire. En 1941, il suit l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Au quartier général, il voit les premiers succès. Des armées russes écrasées, des villes tombées en semaines. Hitler parle de victoires rapides. Paulus calcule les distances, les provisions, les renforts. Il sait que l'hiver russe est un ennemi invisible. Pourtant, il suit les ordres. Quand les Allemands s'enlisent devant Moscou, Paulus est promu général. Il commande des corps d'armée, gère les retraites sous le feu. Des milliers de morts, des divisions décimées. Il apprend à décider vite, à ignorer la fatigue. En 1942, Hitler le nomme commandant de la 6e armée. La plus grande formation du front est 22 divisions, 300 000 hommes, 600 chars, 7 000 canons. Mission: éprendre Stalingrad, briser le moral soviétique, ouvrir la route du pétrole du Caucase. Paulus arrive sur place en août 1942. La ville est un chaos de décombres. Les combats de rue commencent. Ses soldats avancent maison par maison. Les Russes se battent comme des loups. Paulus coordonne les attaques, ajuste les tirs d'artillerie. Il a déjà vu le pire. À Kiev, en 1941, il a vu 600 000 soviétiques capturés en 1 mois. À Smolensk, des corps gelés par milliers. Il sait que la guerre est impitoyable. Mais Stalingrad est différent. La Volga est à portée de main. Hitler jubile au téléphone. Prenez la ville, Paulus, c'est la clé. Paulus obéit. Ses hommes souffrent déjà. La poussière étouffe les moteurs. La soif ronge les rangs. Pourtant, mi-septembre, il contrôle 90% de la ville. Les usines enflamment, les civils évacués ou morts. Paulus installe son quartier général dans un bunker sous les ruines. Il dort peu, fume beaucoup. Ses officiers le respectent. Il reste calme sous les bombes. Mais Hitler a son calcul. Il divise ses forces. Une partie vers le Caucase pour le pétrole, l'autre vers Stalingrad pour fixer les Russes. Les flancs de la 6e armée sont tenus par des alliés italiens et roumains. Moins entraînés, moins équipés. Hitler dit « Ils suffiront ». Les soviétiques n'ont pas les moyens de percer. Paulus proteste en privé. Ses rapports signalent des faiblesses. Seulement 10 divisions roumaines pour couvrir 100 km de front. Pas assez de chars, pas de profondeur. Mais Hitler tranche. Attaquez,
pas de retraite. Paulus ajuste, il renforce le centre, mais les flancs restent vulnérables. Octobre arrive, les pluies transforment les plaines en boue. Les Stukas bombardent, mais les Russes massent des troupes en secret. Paulus sent la tension. Ses éclaireurs rapportent du mouvement ennemi. Ils demandent des renforts. Hitler refuse. Staline bluffe. Les semaines passent. La 6e armée s'épuise dans les ruines. Des snipers russes partout. Les rations tombent à 200 grammes de pain par jour. Paulus, amaigri, calcule encore. Munitions, carburant, blessés. 50 000 hommes hors combat déjà. Il a vécu ça avant. En France, sous le feu des mitrailleuses, en Russie, lors des contre-attaques de l'hiver 41. Il s'est décidé sous pression. Une nuit de novembre, un officier roumain appelle « Les Russes bougent ». Paulus ordonne la vigilance, mais le calcul d'Hitler est faux. Les Soviétiques ont 1 million d'hommes en réserve. Le 19 novembre, à 7h45, tout bascule. Le barrage d'artillerie dure 70 minutes. Les postes de commandement roumains explosent. Des soldats allemands, à 50 km, sentent les ondes de choc. Paulus est dans son bunker quand les nouvelles arrivent. Percé au sud, les chars ennemis avancent vite. Il ordonne une contre-attaque, mais c'est trop tard. Les T-34 roulent à 40 km/h sur la steppe gelée. Aucune mine, aucun fossé pour les arrêter. Au nord, une autre offensive soviétique frappe les Hongrois. La 6e armée est prise en tenaille. Paulus contacte Berlin. Encerclé. Besoin d'aide aérienne. Hitler répond « Résistez. La Luftwaffe vous ravitaillera ». Erreur fatale. L'aéroport de Tatsinskaya est à 300 km. Les Junkers ne peuvent pas livrer assez. 300 tonnes par jour nécessaires. Ils en larguent 100, au mieux. Les jours suivants, la boucle se resserre. 300 000 hommes coincés dans un poche de 50 km sur 30. Le froid mord. Les blessés gèlent dans les hôpitaux de fortune. Paulus organise la défense. Il divise ses forces, une tête de pont à l'ouest pour une percée. Mais le moral craque. Des officiers parlent de reddition. Paulus refuse. Il a déjà frôlé la mort. Une bombe près de son QG en août. Il sait que la guerre ne pardonne pas. Pourtant, le doute s'installe. Noël approche. Les rations s'effondrent. Des chevaux abattus pour la viande. Les premiers cas de cannibalisme chuchotés. Hitler promet une armée de secours, la 4e Panzer. Mais elle n'avance pas. Le calcul est clair maintenant. Une armée entière sacrifiée pour un orgueil. Paulus, dans son bunker, fixe la carte. Les lignes rouges des Soviétiques se referment. Il allume une cigarette. Le silence tombe entre les explosions. La guerre révèle sa vérité. Un faux pas et tout s'effondre. Les jours se succèdent dans la poche. Décembre 1942. La température plonge à moins 40 degrés. Le vent hurle sur la steppe, portant l'odeur de la poudre et de la chair pourrie. Paulus, dans son bunker sous les ruines de Gumrak, relit les rapports. 300 000 hommes, piégés sur 30 km de large. Les Soviétiques resserrent l'étau. Au nord, la 62e armée de Tchouikov pousse vers le centre. Au sud, les chars de Vatoutine bloquent toute sortie. Paulus ordonne des contre-attaques locales. Ses divisions, la 295e et la 305e infanterie, avancent de 500 mètres par jour. Mais les pertes montent. 5000 blessés par semaine, les hôpitaux de fortune débordent, des amputations sans anesthésie, des cris étouffés par le gel. Paulus marche entre les officiers. Son manteau est taché de boue gelée. Il parle d'une voix ferme. « Maintenez les positions. Berlin nous ravitaille. » Mais il sait. La Luftwaffe promet 500 tonnes par jour. En réalité, 50 tonnes tombent des Junkers, largués à la va-vite. Les parachutes s'en mêlent dans le vent. Des caisses de munitions éclatent au sol, inutiles. Les hommes fouillent la neige pour un bout de pain ou une cartouche. Paulus a vu ça avant. En 1941, près de Vitebsk, ses unités avaient tenu 2 mois sans renfort. Il avait rationné l'eau, ignoré les désertions. Ici, c'est pire. Les rations, 100 grammes de pain, une cuillère de gruau. Les chevaux abattus un par un, la viande gèle avant d'être cuite. Un soir, le 5 décembre, un messager arrive de Berlin. Ordre d'Hitler, pas de retraite. La 6e armée est l'enclume. La 4e Panzer sera le marteau. Paulus hoche la tête.
Il trace les lignes sur la carte. La 4e Panzer, sous Manstein, doit percer depuis Kotelnikovo, à 100 km à l'ouest. 200 chars, 20 000 hommes. Si elle arrive en 10 jours, il brise l'encerclement. Paulus prépare une tête de pont. La 14e Panzer et la 16e Panzer motorisée se massent à l'ouest de la poche. Ils creusent des tranchées dans le sol durci. Les ingénieurs posent des mines, tendent des barbelés. Mais le carburant manque. Seulement 20 litres par char. Les moteurs toussent dans le froid. Les nuits sont les pires. Les hommes se blottissent dans les ruines, entassés pour survivre au froid. Les poux rongent la peau. Les infections se propagent. Paulus visite un poste de commandement. Un capitaine, les yeux creux, lui dit « Mes gars mangent la colle des bottes ». Paulus répond « Tenez, la percée arrive ». Il se souvient de Verdun, en 1916. Il était jeune lieutenant sous un déluge d'obus. 300 000 morts pour quelques kilomètres. Il avait appris à compartimenter, ignorer la peur, calculer les probabilités. Ici, les probabilités sont contre eux. Les Russes ont 1 million d'hommes autour. Leurs canons tonnent sans relâche. Chaque salve fait 200 morts. Le 12 décembre, la 4e Panzer attaque. Manstein lance 250 chars vers la poche. Les T-34 soviétiques contre-attaquent. Des explosions illuminent la nuit. Les radios crachotent, avancent de 15 km, résistance faible. Paulus écoute, immobile. Pour la première fois, un espoir. Ses officiers sourient. On sort d'ici. Mais les jours passent. La 16 décembre, les Russes lancent l'opération Petite Saturne. Leur division frappe les flancs italiens. Kotelnikovo tombe. Manstein stoppe. Ses chars, à 40 km de la poche, n'avancent plus. Carburant épuisé, munitions vides. Paulus reçoit le message. Impossible de continuer. Retirez-vous. Le silence tombe dans le bunker. Un officier murmure « On est seul ». La faim s'installe vraiment. Janvier 1943. Les corbeaux picorent les corps non enterrés. Les hommes chassent les rats dans les égouts. Paulus, amaigri à 60 kilos, refuse de manger plus que ses troupes. Il a déjà frôlé ça. En 1918, lors de la retraite allemande, il avait marché 50 kilomètres sans eau. Il avait décidé, diviser les rations, motivé par l'exemple. Ici, il organise des corvées, chercher de l'eau dans la Volga gelée, sous le feu, creuser des abris plus profonds. Mais le moral s'effrite. Des rumeurs. Hitler abandonne la 6e armée. Des lettres de famille arrivent par avion, puis plus rien. Les aviateurs allemands, mitraillés en vol, larguent des paquets vides. Paulus convoque ses généraux. La 29 janvier, dans une cave humide. Option, percer seul ou tenir. Il calcule. 100 chars opérationnels sur 600. Essence pour 20 km. Les Russes partout. Un général, von Lenski, dit « Surrender, mon général, sauvez les vies ». Paulus hésite, il pense à ses campagnes. En Pologne, il avait capturé 100 000 prisonniers sans pitié. En France, il avait vu des divisions françaises se rendre en masse. Mais lui, il a toujours obéi. Hitler au téléphone. « Combattez jusqu'au bout, vous êtes des héros ». Paulus raccroche. Il sait que l'airlift échoue. Seulement 30 tonnes par jour maintenant. Les blessés meurent par milliers. 20 000 typhus, 10 000 gelures. Les combats de rue reprennent dans la poche. Les Russes infiltrent par les égouts. Des grenades roulent dans les bunkers. Chris tire de mitrailleuses. Paulus entend les explosions à 200 mètres. Un obus frappe son QG. Poussière, cri. Il se relève, couvert de plâtre. « Continuez !» ordonne-t-il. Il a survécu à pire, une mine près de Leningrad en 42 qui avait tué son adjoint. Il décide diviser la 6e armée en deux, le nord sous lui, le sud sous le général Strecker. Chacun pour soi. Mais c'est une illusion, les lignes s'effondrent. Le 24 janvier, le sud capitule. Strecker se rend à 90 000 hommes. Paulus refuse encore. Il marche dans la neige, fusil à l'épaule. Ses bottes crissent, le froid brûle ses poumons. La fin approche. Les 1er février, Paulus contacte Berlin une dernière fois. Rations épuisées, munitions finies. Hitler le promeut maréchal. « Ne vous rendez pas, combattez !» Paulus fixe le combiné. Il sait,
La guerre n'est pas un bureau, c'est du sang, du gel, de la faim. Il ordonne la reddition. Le 2 février 1943, à 7 heures du matin, le drapeau blanc monte sur le bunker central. 91 000 survivants sortent, titubants. Les autres, 200 000 morts ou disparus. Les chars rouillés, les canons tordus. Les Russes les regardent passer, silencieux. Paulus monte dans une voiture soviétique, menotté et amaigri. Il regarde en arrière. Les ruines de Stalingrad fument encore. Le calcul d'Hitler a coûté une armée. Mais la guerre continue. Elle broie les hommes, un par un. Les jours s'étirent dans la poche, interminables. Fin novembre 1942. Le cercle soviétique se resserre comme un nœud coulant. Paulus, au centre de son bunker, sous les ruines de Gorodiche, fixe la carte murale. Les lignes bleues de la 6e armée rétrécissent. 300 000 hommes sur un terrain de 40 km de long, 20 de large. Les positions roumaines au sud et hongroises au nord ont cédé en une matinée. Les T-34 ont roulé sans frein, écrasant les fossés, contournant les bunkers. Paulus ordonne des contre-attaques immédiates. La 14e Panzer, avec ses 90 chars encore mobiles, tente de boucher la brèche sud. Mais les moteurs gèlent. Le carburant, rationné à 10 litres par véhicule, ne suffit pas. Les servants, emmitouflés dans des couvertures, tirent au canon PAC-40. Un T-34 explose à 500 mètres, ses chenilles projetées dans l'air. Mais 10 autres surgissent de la brume. Paulus marche vers le poste radio. Son adjoint, le colonel Adam, lui tend un rapport. Les Russes ont fermé la boucle à Kalash. Aucune sortie possible. Paulus hoche la tête. Calme. Il a déjà géré ça. En 1941, lors de la bataille de Kiev, ses unités avaient été surprises par une poche de 200 000 hommes. Il avait coordonné la retraite sous bombardement, sauvant 50 000 soldats. Ici, c'est différent. Pas de retraite. Hitler a radioé. Résistez. La Luftwaffe assurera le ravitaillement. Paulus calcule vite. Besoin de 700 tonnes par jour. Munitions, nourriture, carburant, médicaments. Les Junkers Ju-52 peuvent en larguer 300, si le temps le permet. Mais le vent de la steppe souffle à 50 km/h. Les premiers vols arrivent le 20 novembre. Des avions bourdonnent au-dessus, larguant des caisses sur les marques au sol. Seulement 105 tonnes récupérées. Les hommes courent dans la neige, ramassent ce qui tombe. Une caisse de pain éclate, les miettes se perdent dans le gel. La nuit tombe tôt. Moins 25 degrés. Les soldats creusent des trous dans la terre dure, s'entassent à 10 par abri. Paulus inspecte une batterie d'artillerie de la 76e division. Les canons pointent vers l'est, vers la Volga gelée. Un sergent, la barbe couverte de givre, dit « Mon général, on n'a plus de shell. Les Russes arrosent sans arrêt. » Paulus répond « Économisez, attendez les renforts aériens. » Il sait que c'est un mensonge poli. En septembre, à Gomel, il avait tenu une ligne avec 20 obus par canon, repoussant une vague d'infanterie. Les corps russes empilés comme des bûches, mais Stalingrad épuise tout. Les rations chutent à 250 grammes de pain par jour, plus une soupe claire. Les estomacs grognent dans les tranchées. Des chevaux sont abattus, leur chair coupée en tranches minces, cuite sur des feux minuscules. L'odeur de cuir brûlé se mélange à celle de la poudre. Le 22 novembre, un convoi de camions tente une percée vers l'ouest. 50 véhicules chargés de munitions. Ils roulent à 20 km/h sur la plaine gelée. Soudain, des katyushas hurlent. Les roquettes traçantes zèbrent le ciel. Les camions explosent, un par un, leurs phares comme des yeux dans la nuit. 200 hommes perdus en 10 minutes. Paulus reçoit le rapport au bunker. Il allume une cigarette, expire lentement. Préparer la défense circulaire. Ses officiers tracent les nouvelles lignes. La 280e infanterie au nord, la 44e au sud, des mitrailleuses MG-42 installées en nid, prêtes à faucher. Paulus a vu le chaos avant. En 1940, lors de la traversée de la Meuse, ses plans avaient brisé les lignes françaises. Des chars Renault carbonisés, des prisonniers en colonnes interminables. Ici, les rôles s'inversent. Les Russes massent 500 000 hommes autour, avec 900 chars et 1500 canons.
Les premières tempêtes de neige frappent le 25 novembre. Le vent fouette les visages, gèle les larmes. Dans les hôpitaux improvisés, sous des tentes tendues sur des décombres, les médecins opèrent à la lumière de lampes à huile. Amputation pour gelure, orteils noirs, doigts cassants. Un chirurgien, les mains tremblantes, dit à Paulus lors d'une visite « On perd 500 par jour au froid seul ». Paulus note les chiffres. Il rationne les morphines, priorise les combattants. Il se souvient de l'hiver 41 près de Moscou. Ses troupes avaient marché sans bottes, les pieds bandés de chiffon. 30 000 cas de gelure traités. Il avait ordonné des feux constants, des rotations. Ici, le bois manque. Les hommes brûlent les meubles des maisons détruites, puis les caisses vides des largages aériens. Hitler appelle le 27 novembre. La voix grésille dans le combiné. « Paulus, tenez, Manstein arrive avec la 4e armée de chars. Il perce dans 3 jours. » Paulus acquiesce. « Compris, mon Führer. » Il raccroche, convoque ses généraux. La carte montre Kotelnikovo, à 120 km à l'ouest. Manstein a 230 chars, 30 000 hommes. Si la percée réussit, ils rejoignent la poche en 1 semaine. Paulus ordonne de préparer une tête de pont. La 16e motorisée et la 29e division se massent à l'ouest, creusent des positions avancées. Des ingénieurs posent 5000 mines anti-chars, tendent des fils barbelés sur 10 km. Mais le carburant, seulement 15 litres par Panzer IV. Les mécaniciens réparent, sous le feu, soudant des chenilles brisées. Un obus tombe à 100 mètres, soulève la neige en geyser. Les combats sporadiques s'intensifient. Les 29 novembre, une patrouille soviétique infiltre par les égouts au sud. Des grenades roulent dans un bunker. Explosions sourdes, cris étouffés. La 113e infanterie contre-attaque au corps à corps. Baïonnettes, coups de crosse. 50 Russes tués, mais 80 Allemands au sol. Paulus entend les tirs de son QG. Il sort, fusil en main, dirige les renforts. Poussez-les vers la Volga. Ces hommes obéissent, exténués. Il a déjà mené ça. À Dunkerque, en 40, il avait couvert la retraite, sous les Stukas qui hurlaient. Des milliers de Français piégés, des barges en feu. La nuit, il décide consolider le périmètre. Plus de sorties risquées, économiser les forces pour la percée de Manstein. Décembre commence dans le froid mordant. Moins 30 degrés. La Luftwaffe intensifie les vols, 20 Ju-52 par jour, escortés par des Messerschmitt, mais les Yaks soviétiques les harcèlent. Un avion abattu s'écrase près de Pitomnik, l'aérodrome principal. Les survivants, brûlés, rampent dans la neige. Seulement 200 tonnes livrées ce mois-là. Les hommes se battent pour les paquets. Un pilote au sol dit à Paulus « Le vent nous dévie de 5 km. On ne peut pas viser juste. » Paulus calcule. À ce rythme, 100 000 morts de faim en 1 mois. Il ordonne des corvées, fouiller les épaves pour munitions, bouillir la neige pour eau. Les estomacs vides produisent des visions. Des soldats hallucinent des festins. Les premiers cas de dysenterie éclatent, 200 par jour. Le 6 décembre, les nouvelles de Manstein arrivent. Attaque lancée, avance de 8 km. Un espoir ténu. Paulus motive ses troupes par radio. La 4e Panzer arrive, tenez 2 jours de plus. Les officiers transmettent l'ordre. Dans les tranchées, les hommes hochent la tête, mâchent du cuir bouilli. Mais les Russes ne dorment pas. Leurs canons de 150 mm pilonnent Pitomnik. L'aérodrome, criblé de trous, ne peut plus atterrir. Les largages deviennent les seuls liens avec l'extérieur. Paulus visite le front ouest. Un colonel de la 366e division, les yeux injectés, lui serre la main. « On tiendra, mon général, pour l'Allemagne. » Paulus répond « Oui, on tiendra. » Il sait que chaque jour coûte 1000 vies, blessés, gelés, affamés. La tension monte. Les nuits, les patrouilles russes testent les lignes. Tirs de sniper, éclats de grenades. Paulus dort 4 heures, réveillé par les explosions. Il fume 3 paquets par jour, calcule les probabilités. 40% de chances que Manstein perce. Mais le doute grandit. Un officier murmure « Les Roumains nous ont trahis ». Non, juste un calcul faux. Hitler avait compté sur des alliés faibles pour un front large. Les chiffres.
13 divisions alliées contre 60 soviétiques en réserve. Une erreur de 500 000 hommes. Paulus trace une nouvelle ligne défensive, plus resserrée, autour de Gumrak, 25 km de circonférence. Les chars se repositionnent, boue gelée collée au flanc. Le 12 décembre, Manstein pousse, 40 km gagnés. Les radios crachotent, contact avec les Russes, combats intenses. Paulus écoute, immobile, pour la première fois depuis l'encerclement, un souffle d'air frais dans le bunker étouffant. Ses généraux se rassemblent. Si on joint les forces, on sort 200 000 hommes. Mais au loin, les canons tonnent plus fort. Les soviétiques préparent leur réponse. La poche tremble, la faim ronge, le froid tue. Chaque heure rapproche du bord. Paulus sait, une armée entière suspendue à un fil. Le fil d'un faux calcul. Le 12 décembre 1942, moins 35 degrés dans la poche de Stalingrad. Le vent siffle entre les ruines gelées, portant des flocons qui collent aux barbes comme du sel. Paulus se penche sur la carte dans son bunker de Gumrak. Les lignes de Manstein clignotent sur le papier, 40 kilomètres avancés en 2 jours. La 4e Panzer roule dur. 250 chars, dont 150 Panzer III et IV, écrasent la neige sous leurs chenilles. Les canons de 75 Candiminets crachent sur les T-34 embusqués. Explosions oranges dans la nuit. Manstein radio. Résistance soviétique brisée au sud de la rivière Mishkova. Avance de 5 km par heure. Paulus expire. Pour la première fois en 3 semaines, le bunker respire. Ses officiers hochent la tête. On touche la poche demain. Préparez la jonction. Paulus ordonne le mouvement. La 11e corps, avec la 14e et 16e Panzer, se masse à l'ouest. 100 chars encore roulants, malgré le gel qui fige les graisses. Les mécaniciens tapent sur les moteurs avec des barres de fer. Carburant, 25 litres par véhicule. Volés aux réserves d'urgence. Les hommes creusent une brèche de 3 km dans les lignes soviétiques. Mines déterrées à la main, barbelés coupés aux pinces. Un sergent crie « Allez, on perce pour Berlin !» Paulus visite le front. Son souffle forme des nuages blancs. Il voit les servants charger les obus, les visages noirs de suie. Tenez 2 jours, Manstein arrive. Il sait que c'est serré. Les Russes ont flairé le coup. Leurs éclaireurs rôdent, des ombres dans la tempête. La nuit du 13 décembre, les canons tonnent sans pause. Paulus dort mal, réveillé par les rapports radio. Manstein à 48 km. Les panzers traversent la Mishkova gelée, pont improvisé avec des planches et des corps ennemis. Un officier soviétique capturé parle. Vatoutine masse 300 chars contre vous. Paulus calcule. Odds à 50-50. Il a déjà joué ça. En mai 1940, à Sedan, ses plans avaient percé les Ardennes. Des lignes françaises enfoncées en 24 heures, 40 000 prisonniers. Ici, l'enjeu est plus grand, 250 000 vies. Il ordonne un assaut local pour distraire. La 305e division avance de 800 mètres au sud. Baïonnette au clair, il charge dans la neige. Mitrailleuses russes fauchent les premiers rangs. 150 morts en 1 heure. Mais ça gagne du temps. Le 14 décembre, espoir au pic. Manstein pousse à 30 km de la poche. Les radios grésillent. Contact visuel avec nos avant-postes. Envoyez les signaux. Paulus sort du bunker. Le ciel clair pour une fois. Des fusées éclairantes montent des positions ouest, vert et blanc. Réponse de Manstein. Phare rouge. Les 2 forces à 25 km l'une de l'autre. Paulus motive par haut-parleur. La 4e Panzer est là. Préparez l'évacuation. Les hommes sourient, partagent des cigarettes. Dans les tranchées, ils ramassent les pactages. Blessés, traînés sur des traîneaux improvisés. Un médecin dit « 500 gelures aujourd'hui, mais on sort ». Paulus hoche la tête. Il sent le poids. En 1941, près de Smolensk, il avait extrait 20 000 hommes d'une poche similaire, sous le feu, nuit et jour. Ça avait marché. Mais les Russes réagissent. L'opération Petite Saturne frappe comme un marteau. Le 16 décembre, au nord, 80 divisions soviétiques attaquent les Italiens et Hongrois couvrant Manstein. 500 chars T-34 soutenus par 10 000 canons. Les lignes alliées craquent en 4 heures. Des villages italiens rasés, 15 000 morts. Manstein reçoit l'ordre, stopper ou flancs exposés.
Il hésite. Ses chars, à 12 kilomètres de la poche, tournent en rond. Carburant à sec, 5 litres par panzer. Munitions, 10 obus par canon. Les servants fument, regardent la poche à l'horizon. Un capitaine radio à Paulus. « On ne peut pas avancer. Les Russes nous prennent à revers. » Paulus fixe le silence radio. Le bunker s'assombrit. « Reculez si nécessaire, » ordonne-t-il. Mais il sait. L'espoir s'effrite. Le 17 décembre, la poche tremble. Les soviétiques resserrent l'étau. Leurs katyushas hurlent sur Pitomnik, l'aérodrome clé. Cratères partout, pistes inutiles. La Luftwaffe annule les vols. Tempête à 60 km/h. Seulement 40 tonnes larguées, perdues dans les dunes de neige. Paulus convoque ses généraux. Visage creusé, uniforme déchiré. Manstein recule. On est seul. Un colonel murmure. Combien de temps? Paulus répond. Jusqu'au bout. Il trace une nouvelle ligne. 20 kilomètres de circonférence autour de Mamaev, Kourgan et Goumrak. Division fusionnée, la 76e et 94e en une seule. Économie. Une mitrailleuse pour 2 secteurs. Il a déjà imposé ça. À l'hiver 41, près de Moscou, il avait réduit les rations de 50%, tenu 3 mois. Les hommes avaient suivi. La faim frappe dur. Ration. 50 grammes de pain, une bouchée de cheval gelé. Les estomacs vides hurlent. Dans les ruines, des soldats chassent les corbeaux avec des pierres. Un rat frit vaut une fortune en clopes. Paulus inspecte un hôpital. Tente déchirée, 2000 blessés entassés, odeur de puces et de mort. Un docteur, les mains bandées, dit « Typhus partout, 300 cas par jour ». Paulus priorise munitions sur morphine. Il se souvient de 1917, en Flandre, où il avait trié les blessés sous obus. 70% sauvés, malgré le chaos. Ici, 70% meurent. Le froid tue plus vite. Gelures aux pieds, gangrène en 48 heures. Amputation à la scie, sans cri pour économiser les forces. Le 19 décembre. Noël sans joie. Les hommes pris dans les bunkers partagent des souvenirs. Paulus allume une bougie, fixe la carte. Manstein à 50 km maintenant, en retraite. Hitler radio. Tenez, pas de reddition. Paulus acquiesce, mais le doute ronge. Ces nuits, cauchemars de chair gelée, de chars abandonnés. Il marche seul dehors, le fusil sur l'épaule, le gel craque sous ses bottes, un sniper tire à 300 mètres, balle dans la neige. Il ne bronche pas, il a frôlé pire, shrapnel à 20 mètres en 42, près de Voronezh, blessure au bras, ignorée. La guerre endurcit. Les combats s'intensifient, les Russes infiltrent par les égouts gelés, grenades dans les nids de mitrailleuses. Explosions étouffées, hurlements. La 113e contre-attaque, corps à corps dans les ruines. Coups de baïonnette, sang sur la neige, 200 morts des 2 côtés en une nuit. Paulus entend les tirs depuis son QG. Il sort, dirige. Poussez au sud. Ses officiers courent, fusil en main. Il s'est décidé. En France, il avait stoppé une contre-attaque en 10 minutes, sauvant un pont clé. Ici, chaque mètre coûte 50 vies. Fin décembre, la poche rétrécit à 15 km. Les canons russes pilonnent sans relâche. Chaque salve, 100 morts. Paulus rationne tout. Eau bouillie 1 fois par jour. Feu interdit la nuit. Les poux grouillent. Infections partout. 10 000 malades. Il visite le front Est, vers la Volga. Un capitaine, sans doigt, dit « On mange la peau des chevaux morts ». Paulus répond « Survivez, c'est l'ordre ». Il calcule 150 000 hommes encore, mais 40 000 inaptes. La Luftwaffe à 20 tonnes par jour max. Famine pure. Vision. Soldats qui mangent la colle des armes. Cannibalisme chuchoté dans les coins sombres. Le 31 décembre. Minuit. Feu d'artifice russe. Salve massive. Le sol tremble. Paulus dans son bunker. Cigarette aux lèvres. Manstein a échoué. La poche isolée. Il sait... Le fil se tend à rompre. Le faux calcul d'Hitler pèse. Alliés faibles, flancs nus, orgueil sur raison. Une armée entière au bord du gouffre. Le froid mord plus fort. Chaque souffle est un combat. La guerre révèle, un pas de travers, et tout s'écroule dans le silence blanc. Janvier 1943.
La poche de Stalingrad n'est plus qu'un fantôme gelé. Moins 40 degrés. Le vent hurle comme un loup, fouettant les ruines noircies. Paulus, silhouette amaigrie dans son bunker de Mamaev-Kourgan, fixe la carte effritée. Les lignes bleues ont fondu à 10 kilomètres de large. 150 000 hommes encore, mais moitié inaptes. Les rations, rien. Un crouton de pain tous les 3 jours, volé aux morts. Les corps gisent dans la neige, raidis comme des statues. Paulus marche entre les positions. Ses bottes s'enfoncent dans la croûte gelée. Il voit des soldats creuser des tombes communes, pelles rouillées contre la terre dure. Un sergent, yeux creux, murmure « On mange ce qu'on trouve, mon général. » Paulus hoche la tête. Il sait. En 1918, lors de l'offensive des 100 jours, il avait vu des régiments allemands s'effondrer, affamés sous la pluie. 500 000 morts pour rien. Ici, c'est pire. Le froid ronge les os. Les Russes pilonnent sans merci. Chaque matin, des salves de 200 canons. Le sol vibre. Obus qui sifflent, explosent en gerbes de terre et de membres. Paulus entend les cris depuis son QG. Un bunker voisin s'effondre. Poussière blanche qui monte comme un spectre, il ordonne « renforcer les abris ». Ses ingénieurs, mains gantées de chiffon, tassent la neige en murs. Mais le typhus galope, 15 000 cas. Les hôpitaux, cavernes humides, sous les décombres. Médecins sans instruments, bandent avec des lambeaux d'uniforme. Un blessé hurle, jambes noires de gangrène. La scie grince, sang qui gèle sur le sol. Paulus visite, odeur de pourriture qui colle à la gorge. Il priorise, sauver les fusils d'abord. Il a déjà choisi. À Smolensk, en 41, il avait laissé 2000 blessés pour sauver un régiment. Ordre dur. La guerre ne pleure pas. Le 10 janvier, l'assaut soviétique final commence. À 8h30, un barrage monstre. 1000 canons tonnent. Le ciel s'illumine de traînées. Obus qui pleuvent, 10 par seconde. Le bunker tremble. Lampes qui s'éteignent. Paulus se cramponne à la table. Tenez les lignes. Et ses officiers courent au poste radio. Dehors, la 94e division encaisse. Mitrailleuse qui crépite, grenade qui roule, un T-34 surgit d'une ruelle, chenille qui broie les gravats, canon de 76 mm qui tire, explosion. Un Panzer IV répond, obus qui perce la tourelle, flammes qui jaillissent, orange dans le blanc. Cris des servants russes, engloutis. Mais 10 autres chars avancent. Infanterie soviétique derrière, baïonnettes au clair, corps à corps, coups de crosse, baïonnettes qui s'enfoncent, sang chaud sur la neige froide. 300 Allemands tombent en 1 heure. Paulus écoute les rapports, voix hachée par la radio. Sud percé, Russes à 500 mètres. Il trace une nouvelle ligne, resserrée autour du centre. La 76e et la 295e fusionnent, combattez rue par rue. Il sort, fusil en bandoulière. Le froid brûle ses poumons. Il voit un peloton se replier. Un jeune lieutenant, visage pâle. Ils sont partout, mon général. Paulus pose la main sur son épaule. Tenez, pour l'Allemagne. Il charge avec eux, tire de sniper qui siffle. Une balle frôle son casque. Il tire au pistolet, abat une ombre. Il a déjà fait ça. En Pologne, 39. Il avait mené une contre-attaque sous mortier. 200 mètres gagnés, 50 morts. Le chaos forge, la nuit tombe, moins 42. Les hommes se blottissent dans les caves. Feu interdit. Seuls les éclats des obus éclairent. Paulus rentre au bunker. Son adjoint Adam allume une bougie. Les Russes contrôlent 60% de la poche. Paulus calcule. 80 000 combattants encore. Munitions, 20 obus par canon. Carburant, 0. La Luftwaffe, un vol par semaine, mitraillé. Un Junkers s'écrase à 2 kilomètres, flammes qui dansent, survivants exécutés sur place. Paulus fume, expire la fumée grise, le doute ronge. Hitler au téléphone hier, devenir maréchal, combattre jusqu'au dernier. Honneur ou suicide. Il pense à ses hommes, familles à Berlin, lettres jaunies dans les poches. Le 22 janvier, la poche se divise. Paulus ordonne la scission. Nord sous lui, sud sous Strecker. 40 000 hommes au sud, ils tiendront 48 heures. Les Russes attaquent à l'aube. Salve massive, obus qui hurlent, un bunker explose à 100 mètres. Onde de choc qui jette des hommes au sol.
Paulus se relève, oreille bourdonnante. Continuez. Dehors, la 113e se bat dans les égouts. Eau gelée jusqu'aux genoux. Grenade qui éclate sous l'eau. Bulle de sang. Un soldat tire au MP40, rafale courte. Corps qui flotte. 100 Russes tués, mais la ligne cède. Strecker radio. Capitulation sud. 18 000 prisonniers. Paulus ferme les yeux. Un morceau de l'armée perdue. Le 25 janvier. Le nord rétrécit à 3 kilomètres. Combat au corps à corps partout. Ruines qui s'effondrent. Poussière, cris, tirs. Paulus dans une cave, dirige. Un obus direct, plafond qui s'écroule. Il creuse, sort couvert de plâtre. Blessure au bras, sang qui goutte. Ignoré, il court vers un nid de mitrailleuses. Feu, MG42 qui vomit 1200 coups par minute. Russe fauché à 200 mètres. Mais les vagues montent. Infanterie soviétique, visage masqué de foulard, avance courbée. Baïonnette qui brille. Un officier allemand charge, sabre en main. Transpercé, corps qui tombe, neige tachée de rouge. Le 30 janvier. Ration épuisée. Cannibalisme ouvert maintenant. Des hommes fouillent les cadavres pour de la viande. Paulus l'interdit. Mais qui écoute? Il convoque les derniers généraux, visage squelettique. Option, percer ou rendre. Percer impossible. 20 chars, essence pour 5 kilomètres. Russe à 300 mètres. Un général von Seydlitz plaide « Sauvez ce qui reste ». Paulus hésite. Il pense à Verdun. Jeune officier sous 2 millions d'obus. Il avait tenu, mais à quel prix? 300 000 morts. Ici, 200 000 déjà. Hitler promeut. Maréchal. Ne vous rendez pas. Paulus raccroche. La guerre brise les chaînes. Le 1er février. Fin. Paulus ordonne la reddition. Drapeau blanc sur le bunker. À 7 heures, silence. Les tirs cessent. Russes qui approchent. Fusils baissés. 91 000 survivants sortent. Titubants. Squelettes en uniforme. Paulus monte en voiture soviétique. Menotté, il regarde Stalingrad. Ruines fumantes. Volga gelée. 200 000 morts allemands. Corps empilés, chars rouillés. Les prisonniers marchent en colonne. 40 000 meurent en route, de froid ou de faim. Paulus en captivité. Interrogé, brisé, il témoigne plus tard un calcul faux, une armée sacrifiée. La 6e armée, fierté d'Hitler, anéantie. Staline triomphe, le front bascule, Berlin tremble, guerre révèle sa face. Un faux pas d'un homme, et des centaines de milliers tombent. Pas de héros, juste des chiffres dans la neige, le froid efface tout.